C'est le journal du télétravail. Une fois n'est pas coutume, et si on commençait par un quiz? Selon vous, quel est le plus important pour que le télétravail soit réussi? Avoir A, un fauteuil ergonomique, B, une très bonne connexion Internet, ou C, des outils collaboratifs efficaces? La réponse? Les trois, bien sûr, et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la réponse C, car sans ces outils, un télétravailleur est non seulement moins efficace, mais aussi isolé, alors qu'avec, il est au cœur du réacteur, et ça change tout. Investir dans des outils de collaboration, c'est important, c'est évident, encore faut-il investir dans les bons outils de collaboration, et nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité, Alexis Gache. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes directeur commercial des comptes stratégiques d'Atlassian. Alors la première question, qu'est-ce qu'Atlassian? Atlassian est un éditeur de logiciels australien dont la mission principale est de s'assurer, ou du moins de libérer le potentiel des différentes équipes. On est très orienté autour de l'équipe et de la collaboration. Et pour ça, on aide nos organisations au travers d'un certain nombre de logiciels que l'on produit. Alors certains sont connus, comme Trello, Jira, mais en tout cas, on met en place une plateforme qui aujourd'hui est utilisée par un grand nombre de clients pour favoriser la collaboration entre les différentes équipes et parties prenantes dans les entreprises. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation du journal du télétravail, et vous allez pouvoir nous parler de l'importance d'investir dans des bons outils de collaboration. À l'heure actuelle, on a de plus en plus de gens qui sont en télétravail ou en travail hybride, donc c'est encore plus important, j'allais dire, qu'auparavant. Vous avez fait une étude récemment avec beaucoup de chiffres extrêmement intéressants. Et puis, notamment, vous allez pouvoir nous expliquer que les bons outils de collaboration, c'est aussi un levier extraordinaire pour faire face à la pénurie de talent, parce qu'on sait que, même s'il y a beaucoup de chômage, c'est pas toujours évident dans certains métiers de recruter les bonnes personnes, même si on est OK maintenant pour les recruter dans d'autres villes ou à l'autre bout de la France. Mais avant de regarder le salaire, on regarde les conditions de travail, on regarde le bien-être au travail, et dans le bien-être au travail, il y a les outils que l'entreprise peut fournir. Tout à fait. L'étude qu'on a menée, c'est la deuxième édition. On a fait une première édition de cette étude-là en 2021. Elle était un peu particulière parce qu'on était encore dans la pandémie. On l'a renouvelée au printemps 2022. Et l'objectif, c'était de mesurer, parce qu'on n'avait pas forcément de chiffres jusqu'à présent, mais d'avoir un indicateur qui nous permette de mesurer le niveau de collaboration dans les organisations au travers des outils, au travers de la façon dont les organisations se structurent, et de déterminer un peu quels étaient les investissements qui étaient mis en place par ces organisations-là. Donc c'est un peu la finalité de l'étude. Et oui, comme vous le disiez, on a sorti quelques chiffres assez intéressants dans lesquels on montre par exemple que la moitié des collaborateurs aujourd'hui s'estiment plutôt satisfaits de la culture de la collaboration qui est proposée par l'organisation dans laquelle ils travaillent, mais pour autant, ils sont plutôt dubitatifs quant aux solutions qui sont mises en place d'un point de vue technologique ou quant à l'organisation. Donc ça montre qu'il y a encore un peu de chemin à faire dans ces organisations pour continuer à favoriser cette culture-là. Culture qui, comme vous le disiez, je pense est de plus en plus, en tout cas c'est ce qu'on relève nous, est de plus en plus importante pour attirer des nouveaux profils, mais dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, des nouveaux profils dans ces organisations-là. Alors, comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'est pas un spécialiste? Qu'est-ce que vous recommandez à une entreprise pour justement les choisir? Parce que des outils, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas forcément tous ultra performants, sauf que si on n'y connaît rien, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on choisit? Alors aujourd'hui, il est vrai qu'il y a quand même quelques solutions incontournables. Après, je pense qu'il faut le regarder de manière un peu plus globale. Dans la plupart des organisations, on essaye d'évoluer vers un modèle déjà où la collaboration est un sujet à part entière. Jusqu'à présent, on mettait vous savez, des sujets autour de Slack ou MS Teams, qui sont des outils qui permettent les échanges asynchrones, les messages qu'on peut s'envoyer entre nous. On pense aujourd'hui que le sujet est un peu plus global que ça. Il intègre évidemment des aspects de collaboration tels que je viens de le décrire. Il intègre des aspects de transparence et de partage de l'information. Et tout ça doit constituer un tout assez cohérent. Donc c'est pas forcément des outils unitairement qu'on va installer dans l'organisation, mais on est plus aujourd'hui dans ces organisations-là à produire une plateforme, à mettre en place une plateforme qui assure les échanges entre les différentes parties prenantes. Donc ce qui va être intéressant, je pense, pour pas mal de ces organisations-là, c'est d'arriver à définir cette vision globale et déterminer quels sont les outils qui peuvent concourir à cette fameuse plateforme à laquelle je fais référence, qui devient une épine dorsale, entre guillemets,
pour tout ce qui a trait au partage d'informations, à la gestion de projet, à la collaboration, à l'échange. Alors, il y a le partage d'informations et quelque chose qui est de plus en plus important, on s'en rend compte dans ce podcast, semaine après semaine, ce sont les bases de connaissances, les knowledge base. Alors, c'est pourtant pas si nouveau que ça, mais on se rend compte que ça devient de plus en plus important. Je vous le confirme, la notion de base de connaissances ça existe depuis très très longtemps, indéniablement. Je pense qu'aujourd'hui, les outils ont évolué pour favoriser une collaboration autour de ces bases de connaissances, mais c'est surtout qu'elles doivent être liées au reste de l'écosystème de l'organisation. Une des solutions sur lesquelles on travaille beaucoup, qui s'appelle Confluent chez nous, permet justement de venir partager de l'information, la rendre visible, la rendre transparente auprès de l'ensemble des acteurs de l'organisation, mais surtout s'intègre au reste de l'écosystème. Un des éléments sur lequel on travaille depuis très longtemps est la gestion de projet agile, par exemple. Quand vous pilotez un programme en mode agile, il y a énormément d'éléments documentaires qui sont nécessaires pour comprendre le besoin du client, pour un certain nombre de choses. Et donc, ça nécessite une fois de plus des liens entre cette base de connaissances, ces éléments documentaires, et la gestion de projet qui va être pilotée de manière opérationnelle tous les jours. Alexis Gache, vous nous parlez de mode agile, vous nous parlez d'écosystème aussi, d'outils collaboratifs. Est-ce qu'on est obligé de passer par le même éditeur ou est-ce qu'on peut prendre un outil chez vous, par exemple, un outil ailleurs, et puis Slack? Est-ce qu'il y a des interconnexions entre ces différents outils ou est-ce que c'est encore un petit peu compliqué? C'est un élément qui me paraît essentiel. Je ne crois pas, et en tout cas Atlassian ne croit pas non plus, au fait qu'on puisse demain avoir une plateforme qui traite 100% des besoins d'échange, de collaboration et de transparence. La vision qu'on a aujourd'hui, et vous le voyez, comme vous le disiez, il y a énormément de produits disponibles sur le marché. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à intégrer l'écosystème du client. Donc on parle de Slack, on parle d'MS Teams, qui sont les outils qu'on voit assez fréquemment, mais on pourrait parler des outils comme Zoom pour la vidéoconférence. L'objectif vraiment qu'on a aujourd'hui, c'est de dire on doit pouvoir intégrer ces différents canaux dans l'organisation pour en avoir une vision un peu complète et globale. Je ne pense pas qu'il y aura un outil demain qui permette de traiter tous ces aspects. En revanche, ce principe d'intégration de l'écosystème du client qui évolue, vous avez des nouvelles solutions qui apparaissent probablement tous les mois, tous les trimestres. Donc on se doit d'avoir des solutions qui soient le plus ouvertes possible afin d'assurer cette fameuse intégration et éviter aux collaborateurs de passer de Slack à Zoom à autre chose. Le changement d'interface à chaque fois qu'on a un besoin de collaboration est contre-productif pour nous. Et d'où l'intérêt d'avoir une plateforme qui puisse réunir différents outils, mais qu'on puisse trouver au même endroit. Alexis Gache, il y a quelque chose dans votre étude, vous l'avez dit, c'est la seconde fois que vous menez cette étude, la seconde année consécutive, qui m'a marqué, qui m'a même surpris. Vous l'écrivez en toutes lettres, 2022 affiche une régression tangible en termes de collaboration numérique. On aurait pu imaginer pourtant que 2 ans et demi après la première vague de Covid-19, on avait avancé et qu'on était même en train d'avancer. Je ne vais pas dire en marche forcée, mais rapidement. Et apparemment non. Je vous cache pas que j'ai eu le même effet de surprise en lisant cette deuxième édition. Je pense qu'on peut l'expliquer en partie. Il y a eu un effet d'urgence pendant le Covid, où la plupart des organisations et des décideurs ont eu besoin de mettre en place des nouveaux mécanismes de communication. Le distanciel étant devenu la norme pendant cette phase de Covid, il a fallu déployer assez rapidement des solutions permettant ces échanges et cette collaboration afin de continuer le fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a eu un effort d'investissement significatif en 2021 qui a été relevé par l'étude que nous avions menée. En 2022, j'ai l'impression que certaines organisations ont eu l'impression, en tout cas, d'avoir traité le sujet. Et c'est peut-être ce qui peut justifier aujourd'hui une réduction dans certains domaines, pas dans tous, mais une réduction en tout cas des investissements sur ces outils de collaboration et de partage. On parle de plus en plus de grandes démissions, de guerre des talents, parce qu'on le disait au début de notre entretien, c'est pas toujours évident de recruter les bonnes personnes. Qu'est-ce que vous conseillez avec votre expérience et avec surtout les résultats de cette étude? Que doit faire une entreprise à l'heure actuelle pour recruter des gens et surtout les garder? À quoi faut-il penser? On parle toujours d'outils et de collaboration, bien sûr. La perception qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que le Covid a eu un impact assez significatif dans la plupart des secteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. Le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, un collaborateur ne va pas forcément regarder que la feuille de paye qu'on lui propose. C'est évidemment un élément, indéniablement, mais il va surtout regarder le contexte et dans lequel il pourrait être amené à évoluer dans l'entreprise qu'il va choisir.
Dit différemment, je pense que la plupart des collaborateurs vont chercher maintenant un environnement dans lequel ils se sentent bien, dans lequel les méthodes de travail et la façon de communiquer avec le reste de l'écosystème de l'entreprise sont devenues un peu plus modernes. Et je pense réellement que cette notion de collaboration et de partage prend une place de plus en plus importante. Il faut aussi comprendre que derrière la notion de collaboration et de partage, on pourrait parler de transparence. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations acceptent aussi de rendre un peu plus transparente l'information, la rendre plus accessible. Et je pense que c'est un mouvement de fond. Et à ce titre-là, une organisation qui aujourd'hui aurait muté vers cette approche-là, dans lequel, alors on a tendance à associer ça à un mouvement agile, mais aurait muté vers un mouvement agile dans lequel la transparence prend une part importante et dans lequel donc les outils qui concourent à le partage de l'information et à la collaboration sont omniprésents, est un contexte plus favorable pour beaucoup de futurs collaborateurs, à mon sens. Merci en tout cas pour toutes les réponses que vous avez pu nous apporter aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Évidemment, nous n'avons pu que survoler cette étude qui est extrêmement intéressante. Alors, deux questions pour terminer qui vont ensemble, hein. On peut la retrouver en ligne, cette étude, facilement. Et puis, c'était la 2e édition. La 3e, c'est pour quand? Alors, on fait ça tous les printemps. Donc, au printemps prochain, en mars, normalement, mars-avril, on devrait lancer la 3e édition de cette étude. Et on regardera avec beaucoup d'intérêt les tendances, puisque c'est ça qu'il faut mesurer, en espérant que les organisations continuent à réinvestir dans ces sujets de transparence et de collaboration. Et l'étude dont on a parlé, on la retrouve sur votre site internet? Oui, alors Google est généralement notre meilleur ami, mais elle est également disponible sur le site d'atlassian.com, tout à fait. C'était important de le préciser. Et puis, je vous propose, Alexis Gache, qu'on prenne tout de suite rendez-vous pour le printemps prochain. Comme ça, on pourra faire le point et voir les évolutions entre la 2e et la 3e édition de cette étude passionnante et extrêmement enrichissante. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur commercial des comptes stratégiques chez Atlassian. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements à ce podcast à l'écrit dans votre magazine Management. Le podcast, vous le retrouvez sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Si vous avez un sujet à nous proposer, des questions à nous poser, vous pouvez nous écrire le journal du télétravail @gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.